C'est à nous de changer. Je pense que l'idée là, c'est pas de convaincre les téléspectateurs de revenir à la télé, c'est à la télé de s'adapter aux nouvelles consommations. La baseline de BFM Business, c'est la France a tout pour réussir. Et je trouve que cette baseline, c'est pas moi qui l'ai choisie, donc je suis très à l'aise de le dire, je trouve que cette baseline est super. La France a tout pour réussir, ça veut dire quelque chose. Ce qui m'intéresse plutôt, c'est les personnalités qui vont apporter quelque chose et qui vont changer un peu le point de vue du consommateur. Il faut qu'on soit hyper rigoureux, authentique et trouver des sujets que les autres n'ont pas traités. Voilà. Ça c'est super quand on se dit tiens, ce sujet-là on l'a vu nulle part ailleurs, on l'a vu sur Brut, et ben c'est super pour nous, quoi. Ma clé, c'est de faire entrer les nouvelles générations dans nos métiers. C'est de leur donner la possibilité d'être visibles, c'est leur donner la possibilité de produire des contenus qui vont aussi aller toucher le linéaire, les plateformes, les réseaux digitaux, etc. C'est-à-dire que si ma génération, si la génération d'avant moi, parce qu'il y a des plus vieux que moi dans la télé, ne décide pas à un moment donné d'ouvrir les portes à cette nouvelle génération, bah, je vous le signe, demain on sera les grands-parents du contenu, quoi. C'est très difficile de définir la culture parce qu'on peut dire que c'est un domaine plus un autre. Et c'est une façon de réfléchir et de se poser dans le monde par rapport aux autres. La curiosité, quand j'étais président d'Arte, on disait qu'on avait pris pour slogan « Vivons curieux ». Bien, bonjour Monsieur Curiel. Bonjour, Merci en tout cas d'avoir accepté ma proposition d'interview. avec plaisir. Donc justement, est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos internautes? Bah oui, je peux tout à fait me présenter. Donc, je suis Jonathan Curiel. Donc, je travaille au sein du groupe M6 depuis 2008 et je suis en charge aujourd'hui des magazines et des documentaires pour les différentes chaînes du groupe, les chaînes gratuites du groupe. Auparavant, j'étais directeur général de la chaîne payante Paris Première pendant 4 ans. Et avant cela, j'ai également travaillé 4 ans auprès du président du groupe M6, qui est Nicolas de Taverneau. Voilà. Et j'ai commencé ma carrière professionnelle, entre guillemets, aux Nations Unies à New York pendant 2 ans et demi. Voilà. En tant que chargé de mission aux affaires économiques pour la représentation française à l'ONU. Voilà. Ok, parcours très très riche. On va revenir à votre fonction, votre métier actuel, mais avant de commencer, j'aimerais vous poser la question, c'était quoi les éléments déclencheurs de votre passion pour les médias, pour l'image? Bah, j'ai toujours aimé les médias, la presse, la télévision, la radio. Depuis tout petit, ça a toujours été une matière qui m'a intéressé, vraiment. Et puis, les médias dans toutes leurs dimensions, comme je vous dis, télé, radio, presse, j'étais très consommateur de presse. Et c'est vrai en sortant de mes études, j'ai cherché à m'orienter un peu. Donc, j'ai eu cette opportunité aux Nations Unies que j'ai saisie. Et puis, à mon retour, j'ai eu envie de travailler dans les médias et j'arrivais pas vraiment à trouver le bon biais pour pouvoir intégrer un média, quel qu'il soit. Et donc, du coup, j'ai tapé à beaucoup de portes. D'ailleurs, j'ai pris beaucoup de portes dans la figure. J'en ai même écrit un livre quelques années après qui raconte un peu l'itinéraire d'un jeune qui cherche du boulot. J'ai envoyé un certain nombre de courriers spontanés, dont un au patron d'M6 qui m'a gentiment répondu et qui a donné suite quelques mois plus tard via un entretien et in fine par une embauche. Wow. Et c'est quoi qui vous a permis de dire au fond de vous-même que même si je me prends des portes, je continue, j'avance? Bah déjà parce qu'il faut bosser, il fallait que je trouve du travail de manière très concrète et pragmatique et j'ai envie de dire matérielle et économique. Et puis ensuite, j'avais envie d'insister dans ce secteur-là. C'était quelque chose, j'avais envie de commencer par un boulot qui me plaisait. Donc j'habitais à l'époque chez mes parents, etc. Donc voilà, j'avais une pression pour trouver du travail, mais j'étais aussi dans une mesure où je pouvais un peu attendre un petit peu avant de vraiment finaliser. Et puis donc j'ai insisté. J'ai constaté quelque chose d'assez rigolo à l'époque, c'est-à-dire
que je me prenais pas mal de vent des RH de toutes les boîtes, même hors médias hein, d'ailleurs. Et puis je me suis rendu compte que dès qu'on tapait un peu plus haut au niveau des patrons ou des numéros 2, on avait des réponses assez courtoises. Donc c'est quelque chose que j'ai constaté de manière assez concrète. C'est-à-dire que dès qu'il y avait des offres grand public, j'avais des mails automatiques. Et quand c'est ciblé sur des gens dans des organigrammes, etc., on avait des réponses un peu plus personnalisées, voire des entretiens. Donc, c'est vrai que si j'avais un conseil aujourd'hui à donner avec un tout petit peu de recul, puis en toute modestie, c'est vrai que en général, il vaut mieux envoyer des mails personnalisés à des gens, voilà, en particulier, plutôt que d'envoyer des mails au RH ou à répondre à des offres. En général, on a l'impression que on passe un peu à côté de ce qui nous est demandé. Ah, c'est un bon, c'est une bonne astuce, ça. Faut Non, mais prendre je suis notre temps. peut-être à côté de la plaque aujourd'hui, je ne sais pas comment ça marche, et puis c'est peut-être très différent, mais c'est vrai que j'ai constaté, parce qu'il y a eu un effet de masse, je me Mm. prenais des tombereaux de mails automatiques, et puis quand j'ai commencé à cibler un peu sur des personnes dont j'allais trouver les mails via, tu vois, par Internet ou par d'autres biais, ça marchait un peu mieux. Je ne dis pas qu'il y avait un taux de réponse de 100%, mais c'était plus efficace en tout cas. Le Donc, du courrier coup, manuscrit marchait bien aussi d'ailleurs. ah ouais, bah, ça Taper remonte, hein. enfin manuscrit tapé à la main, hors mail, avec la petite enveloppe, ça avait aussi un côté un peu. On a plus de mal à acheter une enveloppe qu'un mail à la corbeille, en fait. Donc je me suis rendu compte aussi en termes d'astuces que c'était plus efficace. Ah là là, bah, pas mal de tutos, pas mal d'astuces, là. C'est trop bon. Donc, du coup, quel est votre. Parlez-nous un peu de votre métier actuellement. En quoi ça consiste exactement? Bah, aujourd'hui, mon métier consiste à, si vous voulez, définir un peu la grande ligne éditoriale des magazines, des documentaires, de voir les thèmes qui intéressent les gens, les Français, les téléspectateurs, ceux qui peuvent les intéresser dans un an, dans 2 ans, parce que ça met du temps à fabriquer un programme, de trouver des événements aussi pour l'antenne, quand on vient nous présenter un projet, de tout de suite sentir que bah, il faut le prendre vite et qu'il faut le lancer rapidement d'anticiper les enquêtes à mener, d'anticiper les grands sujets de société pour les traiter sur les antennes du groupe. D'accord. Pour vous, c'est quoi le rôle et la définition d'un média? Bah, il est divers, le rôle d'un média, il est protéiforme, il n'y a pas un rôle en particulier, mais c'est vrai qu'il y a le côté dont je vous parle d'anticiper des tendances de société, d'y réfléchir, soit de les épouser, de les accompagner, d'accompagner le mouvement. Il y a des sujets que par exemple aujourd'hui le pouvoir d'achat, on n'invente pas la roue en faisant des sujets sur le pouvoir d'achat, mais on accompagne une tendance de société lourde qui est une préoccupation majeure pour le porte-monnaie, l'inflation, le pouvoir d'achat, ce qu'on arrive à mettre dans son caddie, comment y résoudre, comment expliquer que le prix des pâtes a augmenté, l'impact de la guerre en Ukraine sur le prix de la baguette. Enfin voilà, il y a cette thématique-là de décryptage et d'anticiper, d'épouser les tendances de la société. Il y a aussi de les anticiper, de voir aussi ce qui, dans 2 ans, 3 ans, pourra faire l'actualité, quels vont être les grands thèmes de société qui vont animer la société française dans les années qui viennent. Ça peut être aussi de s'engager pour un média tout en gardant une certaine neutralité. Ça, il faut faire attention. C'est-à-dire qu'un média, nous, on estime notamment au sein du groupe que un média doit rester neutre dans son positionnement politique. Néanmoins, il peut s'engager. Et d'ailleurs, on se rend compte que c'est un des facteurs pour conquérir, voire reconquérir les jeunes, c'est de s'engager dans la société, de sélectionner des causes, des grandes thématiques de société fortes, des grandes thématiques d'enquête, et de les accompagner, de s'engager, de révéler des choses, de tourner des documentaires au long cours et d'arriver à s'engager sur un certain nombre de causes. Ça peut être des maladies. On a fait par exemple une fiction sur le cancer du sein qu'on a suivi d'un documentaire. Ça peut être une thématique sur les violences faites aux femmes. Ça peut être un grand documentaire de zone interdite qui a très bien marché chez les jeunes sur l'évolution de la condition des femmes depuis 50 ans. Ça peut être la maladie mentale chez les ados. Enfin voilà, il y a plein de thématiques sur lesquelles aujourd'hui on sent que chez les jeunes, il y a un besoin d'engagement. Et nous, on accompagne ce mouvement-là via nos magazines, via nos documentaires, en s'engageant de manière forte, tout en gardant une neutralité dans notre position d'ensemble. Oui, parce que j'avais assisté à une conférence justement des plus grands médias présents. Il y avait M. Tavernos qui était présent et disait, du coup, il insistait beaucoup sur l'importance des jeunes.
la jeunesse? Oui, bien sûr, les jeunes, c'est très important. On est un média qui est très fort chez les jeunes. On a des programmes qui marchent très bien chez les jeunes, notamment l'émission la plus jeune du paysage audiovisuel dans sa proportion, c'est qui s'appelle Qui veut être mon associé, qui met Cartonne, en hein. scène des investisseurs et des jeunes entrepreneurs, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, des entrepreneurs de toute génération confondue. Euh, on se rend compte que voilà, l'entrepreneuriat, c'est une valeur chez les jeunes très importante, cette liberté, cette indépendance, d'une certaine manière, ce refus de la hiérarchie qu'incarne l'entrepreneuriat. On est son propre patron. Voilà, sur M6, on a ce côté de vouloir accompagner les jeunes et de proposer des programmes qui correspondent à cette génération. Le côté engagement dont je vous parlais dans les magazines et les documentaires plaît beaucoup aux jeunes. On est très à cheval aussi sur tout ce qui est écologie, développement durable, programmes environnementaux. On a lancé une semaine green il y a 3 ans qui marche très bien, qui rassemble en général 35 millions de téléspectateurs qui passent sur nos antennes et tous les programmes à la fois sur le gaspillage d'un capital, sur les zones interdites, sur les constructions de maisons éco-recyclables. Nos journaux sont très forts chez les jeunes aussi. On a les journaux les plus forts sur les jeunes en France. Montre que voilà, les jeunes sont très importants pour nous et qu'on arrive à proposer des programmes qui leur plaisent et on veut amplifier ce mouvement. Excellent. Alors, est-ce que vous avez un message pour celles et ceux qui veulent se lancer dans les médias? Déjà, il faut insister pour se faire sa place parce que c'est un petit secteur. C'est intéressant parce que le ratio entre la notoriété et le poids économique est très important. C'est-à-dire que c'est un secteur dont on parle beaucoup sur une surface économique qui n'est pas si grande par rapport au secteur bancaire, industriel, pharmaceutique, etc. Mais il y a un effet miroir, un effet de loupe qui est dû au fait que c'est les médias qui fait qu'on en parle beaucoup. Après, les médias se développent. Il y a la télévision, mais il n'y a pas que la télévision. Il y a la radio, il y a la presse. Il y a des médias digitaux, il y a les plateformes. Donc les médias ont tendance à, voilà, on est aujourd'hui face à une hyper-offre, d'ailleurs, qui n'est pas évident quand on est en télévision parce qu'il faut tous les jours, dans le grand marché de l'attention, essayer de se faire une place dans une hyper-offre et signifier au public, aux gens, aux téléspectateurs que l'offre que votre média propose en particulier à telle heure vaut le coup, en concurrence avec d'autres contenus, soit à la demande, soit ailleurs, soit chez les concurrents. Donc, c'est pas évident de se faire sa place, mais pour des gens qui veulent entrer dans les médias, il faut insister, il faut aller gratter à toutes les portes, il faut être imaginatif, créatif, être modeste parce qu'on commence au bas de l'échelle et essayer progressivement de se faire sa place, de se faire des idées, d'avoir une certaine culture aussi des médias, de lire, de développer sa curiosité, d'aller voir différentes chaînes de télé, aller grappiller sur les plateformes, sur les médias digitaux et voir un peu ce qui intéresse les gens. Et ça, c'est fondamental pour se sédimenter une sorte de petite culture générale médiatique. Voilà. Et d'arriver à trouver les bons contacts pour entrer dans les chaînes ou dans les différents médias, quoi. Voilà. Excellent, excellent. Alors, dernière question, pas facile peut-être pour répondre, mais quelles sont les personnes que vous aimeriez remercier qui ont fait de vous ce que vous êtes? Il y en a beaucoup. En fait, déjà, mon patron, Nicolas Taverneau, qui m'a embauché quand je suis arrivé chez M6, donc il m'a tendu une perche alors que voilà, je ne connaissais pas, honnêtement, j'avais pas de réseau particulier et encore moins de réseau média. Donc vraiment, voilà, je venais un peu de nulle part et il m'a tendu une perche pour bosser avec lui. C'était pas évident, il l'a fait et ensuite, voilà, tout au long de ma carrière, m'a suivi avec bienveillance. Donc professionnellement, c'est la personne à qui je dois beaucoup. Et puis ensuite, au quotidien, moi, vraiment, les gens avec qui on travaille en interne voilà, on travaille toujours en bonne intelligence, en bonne camaraderie. On a la chance d'évoluer dans un groupe où tout le monde s'entend très bien, donc c'est quand même un plaisir. Et puis par ailleurs, tout le tissu de producteurs, de partenaires avec qui on travaille, c'est fabuleux. À la fois, quand j'étais à Paris Première, je travaillais avec des producteurs de taille plus modeste et qui croyaient beaucoup en ce qu'ils faisaient, qui étaient très originaux dans ce qu'ils devaient faire et qui devaient produire à bas coût pour une chaîne qui doit se faire remarquer, qui doit exister un maximum et qui doit faire des coups. Donc ça, c'était passionnant. Aujourd'hui, sur des chaînes un peu plus de taille plus importante, avec un peu plus d'enjeux économiques, on est face à un tissu de producteurs avec des surfaces plus importantes, mais on apprend beaucoup, on est toujours à l'affût de la bonne idée, de gens créatifs. Donc vraiment, tout le tissu producteur, partenaire est très intéressant. Et puis le réseau interne
qui est aussi passionnant. Donc voilà, c'est tous ces gens que l'on côtoie au quotidien. On a la chance de faire un métier qui est essentiellement du plaisir, qui réside dans la curiosité, dans le désir d'apprendre, dans les tendances de société, où on arrive à prendre le pouls de la société française, voilà, comme j'ai envie de dire quasiment plus que les politiques. C'est-à-dire que quand vous avez un capital sur le pouvoir d'achat qui cartonne ou un sujet de zone interdite sur une enquête sur l'aide sociale à l'enfance ou les dérives de l'hôpital ou les dossiers noirs de l'éducation, bah c'est tout de suite ce que vous dites de ce qui intéresse les gens. Inversement, quand ça marche pas, bah on voit ce qui est rejeté. Quand les gens ont envie de s'évader, ils nous le disent. Quand ils veulent pas des sujets qui sont angoissants, ils nous le disent. Donc voilà, c'est des métiers quand même passionnants pour voilà, être dans un environnement familial et personnel avec des gens qui travaillent dans des secteurs très différents et plus voilà, peut-être moins enrichissants et voilà, plus durs. Bah, il faut remercier bon Dieu tous les jours de travailler dans des secteurs. Moi, tous les jours, je me le dis dans le métro voilà, quand je suis en route pour MC, je me dis j'ai quand même de la chance de travailler dans un secteur qui est exceptionnel et qui permet de faire des choses qu'on aime et de traiter des contenus qu'on aime voilà, et puis d'avoir aussi quelque chose de fabuleux, contrairement à d'autres métiers, c'est-à-dire que tous les jours, vous avez le résultat de ce que vous faites. Vous avez des audiences en télévision tous les jours à 9h01. Bah, si ça marche pas, ça marche pas. Et puis, on se remet sur le vélo et on pédale. Et on peut adapter d'un jour à l'autre ce qu'on fait en fonction de ce qui marche et ce qui marche pas. Quand vous travaillez dans l'industrie pharmaceutique, dans la banque, dans le conseil, bah, le temps que sorte votre médicament, il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et donc, pour adapter, pour ajuster, pour en tirer les conséquences, il faut beaucoup, beaucoup de temps. La télévision, les médias, bah, c'est du temps court. Alors oui, aujourd'hui, il y a une prime au temps long où on aime bien mener des enquêtes, des documentaires, des magazines sur un an et demi sur le temps long, parce que le temps long est un ressort d'émotion, est un ressort de puissance, de valeur ajoutée, de plus d'informations. Cependant, on est quand même sur un temps court qui est professionnellement agréable dans la mesure où on peut ajuster ce qu'on fait en permanence et mettre des petits coups de volant à la voiture, quoi. Ce qui fait que ça bouge, quoi, ça varie, c'est jamais la même chose. Ben, c'est jamais la même chose. Tous les jours, vous êtes sur des sujets différents, vous êtes sur des enquêtes différentes, des thématiques différentes, des thèmes de société différentes, avec des interlocuteurs différents. Donc, honnêtement, faut le faire pour se plaindre. C'est des métiers vraiment, vraiment passionnants. Et puis je veux dire, ce côté d'être en prise avec le monde dans lequel vous vivez, à la fois de l'épouser, d'anticiper des tendances, d'en être le miroir, d'être à la fois une espèce de télémiroir, de refléter les préoccupations des gens, ce qu'on appelle la télé concernante, de leur offrir des choses qui les projettent dans leur quotidien, mais en même temps leur permet d'en sortir, et la télé-fenêtre, c'est-à-dire d'ouvrir un peu la fenêtre et de donner à voir soit de l'international, de l'étranger. On le fait dans Enquête exclusive, on le fait parfois dans Zone interdite, on le fait dans des grands documentaires, de montrer un peu, à voir ce qui se passe ailleurs. On le fait dans nos journaux d'information. Donc ça, c'est quand même assez passionnant de pouvoir à la fois d'être immergé dans la société française et par ailleurs donner à voir le monde et ses grandes dynamiques à travers l'information, à travers des documentaires et même à travers des magazines. En plus, c'est ce que je pense recherchent les téléspectateurs. C'est des sujets qui les concernent et qui se rapprochent de leur vie quotidienne. Totalement. Alors, les téléspectateurs, déjà, moi, je constate, je me trompe peut-être, hein, une fois de plus, mais que les attentes sont plus élevées et sont montées en niveau, comme on est dans une hyper-offre et une concurrence exacerbée en contenu. On est vraiment aujourd'hui dans un monde, d'hyper-offre, et il faut arriver à se démarquer, ce qui n'est pas évident. Et donc, les téléspectateurs en veulent toujours plus. Et donc, on se rend compte que bah, dans mon domaine, par exemple, on veut plus de long cours, on veut plus de temps d'investigation pour vraiment avoir plus de valeur ajoutée, plus d'informations. On ne peut pas se contenter aujourd'hui de petites séquences. Il faut vraiment avoir une vraie matière. Pareil, sur la fiction, il faut des vraies histoires avec des vrais acteurs, avec des vrais scénarios qui concernent les gens, etc. Et effectivement, sur l'international, les gens veulent comprendre, veulent plus de pédagogie, veulent comprendre ce qui se passe dans le monde. On veut comprendre ce qui se passe en Turquie avec l'élection qu'il y a eu il y a 2 jours. On veut savoir ce qui va se passer, ce qui se passe en Chine, ce qui se passe en Inde. Le monde change. L'Inde passe devant la Chine en août en termes de nombre d'habitants. On va avoir 3 milliards d'habitants en Inde et en Chine cumulés. L'Afrique se développe. Les États-Unis vont vraisemblablement avoir affaire à une nouvelle campagne présidentielle extrêmement agitée si Trump revient.
enfin voilà, le monde est en train de bouger en permanence et effectivement, il y a une forte demande des téléspectateurs, du public, quel que soit le média confondu, pour comprendre ce qui se passe, anticiper le monde dans lequel on vit, les grands changements et l'avenir de l'humanité. Et l'écologie, d'ailleurs, rentre là-dedans. L'écologie, c'est à la fois la fin du mois, c'est-à-dire l'inflation, comment est-ce qu'on arrive à financer tout ça, et c'est comment est-ce qu'on change aujourd'hui nos modes de vie. Donc, c'est extrêmement concret et concernant. Et c'est en 2100 à quoi va ressembler la France, à quoi va ressembler notre littoral, à quoi va ressembler Paris, la température à Paris, comment est-ce qu'on va réussir à résister, est-ce qu'il faut créer plus de végétation, enfin, et ainsi de suite. Donc oui, on est au cœur de beaucoup de problématiques que le public a à cœur de décrypter, et le rôle d'un média, pour revenir à votre question précédente, c'est d'expliquer tout ça. Pour nous, de notre côté, en tout cas concernant M6, en tant que diffuseur et éditeur de chaîne, c'est de le faire de manière intelligente, parfois divertissante et ludique. C'est de pas emmerder les gens avec des contenus trop rigides, trop raides et qui donnent pas envie de rester. Donc c'est d'apprendre en s'amusant, d'apprendre avec à la fois légèreté et profondeur. Voilà. Bon, bah, super. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Monsieur Guriel, pour tous ces informations et puis ces partages. Et puis, l'aventure continue, comme je dis toujours. Bah, l'aventure continue de belle manière, on espère. Merci pour vos questions intéressantes, intelligentes et dans l'air du temps. Voilà. Bon, bah, super. Merci encore. Bah, merci à vous.